avait Bill Gates aussi, il y a quelques temps, donc Bill Gates qui veut ensemencer les nuages et vaporiser des oxydes métalliques. Bill Gates voulait, avec les vaccins, essayer aussi de limiter la population. Donc on est vraiment sur des procédés et surtout des pensées qui vont un petit peu contre l'humanisme en général, quoi. Bah écoute, je suis un jeune papa de 37 ans quand même. Et je n'étais pas au courant du tout de différentes pratiques et du système dans lequel on vit. Je pensais être informé il y a quelques années. Et puis on m'a parlé d'épandage de produits dans l'atmosphère pour manipuler le climat. Donc au début j'y ai vraiment pas cru. Voilà, voilà, je pensais que c'était encore une histoire d'internet, quelque chose qui n'était pas crédible. Et 15 jours plus tard, je me suis réveillé un matin, j'habitais dans la région lyonnaise, et le ciel était complètement quadrillé de traînées d'avions persistantes dans le ciel. Les avions passaient 3 par 3, ils se croisaient, il y avait très peu d'écart entre eux, enfin, ça a un peu éveillé ma curiosité. Et j'ai donc décidé de me renseigner sur ce sujet. Et je ne suis pas allé sur des sites conspirationnistes ou des choses un peu trop farfelues. Je suis allé chez les fabricants de moteurs d'avion, les universités spécialisées dans l'étude du climat, comme celle de Clermont-Ferrand par exemple. Et il y a quand même pas mal de choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Donc voilà, je me suis intéressé à ça pendant quelques mois. Et par la suite, il y a eu ces pluies de filaments. Donc là vraiment, j'avais quelques infos en tête, mais la pluie de filaments m'a vraiment poussé à ouvrir donc la chaîne YouTube qu'on commence un petit peu à connaître. Et c'est la première vidéo que j'ai passée, c'était en septembre 2011. C'était une pluie très importante de filaments et de particules dans la région de l'Ardèche, ici où je suis actuellement. La géo-ingénierie, c'est un concept assez large finalement, qui englobe différentes techniques d'intervenir dans le climat, de faire de la gestion des radiations solaires. Ça peut être par l'épandage de particules dans l'atmosphère pour créer un voile et renvoyer les rayons les plus nocifs du Soleil, comme une sorte de filtre, une sorte de miroir. La science et l'imagination vont souvent de pair. En s'inspirant de véritables phénomènes naturels, des chercheurs ont inventé des moyens pour stopper le réchauffement climatique. C'est de la géo-ingénierie. Pour l'instant, c'est encore un futur improbable. Tout d'abord, il faut dire que ces techniques n'existent que sur le papier. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Certaines sont d'ailleurs complètement irréalistes. Et d'autres, par contre, apparaissent plus faisables, même si les technologies n'existent pas encore. Il y a deux catégories de techniques envisagées. La première consiste à réfléchir une partie du rayonnement solaire en interposant un écran entre la Terre et le Soleil. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Une première manière consisterait à injecter des particules dans la haute atmosphère de manière à réfléchir ce rayonnement solaire et à refroidir le climat à la manière de ce qui se passe lorsqu'il y a une grosse éruption volcanique. Une deuxième manière consisterait à injecter cette fois-ci des particules de sel marin dans la basse atmosphère de manière à rendre les nuages plus réfléchissants et à nouveau à refroidir la planète. Un deuxième problème, c'est que toutes ces particules ne restent pas dans l'atmosphère, elles retombent très rapidement et donc il faut les injecter en permanence. Et si un jour, pour une raison ou une autre, on arrête d'injecter ces particules, alors même qu'on a continué à émettre des gaz à effet de serre, on a un phénomène de rattrapage climatique très rapide où la planète va donc se réchauffer en une décennie de manière très importante. Il y a eu des idées comme quoi on pouvait mettre des arbres qui capteraient le CO2, des arbres artificiels qui capteraient le CO2 et après les enfouir sous la terre. Il y a des techniques d'envoyer du sel marin aussi dans l'atmosphère pour rendre les nuages plus blancs et encore une fois réfléchir et limiter le réchauffement climatique. Donc voilà, il y a plusieurs idées comme ça dans le concept
qui nous sont vendues comme être des idées sur le papier. Il y a eu quelques expériences d'après nos scientifiques et responsables politiques, mais il n'y a rien à grande échelle qui est fait. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus, d'après la manière dont on nous présente. Donc au niveau de l'histoire de ces pratiques, on a l'UNESCO qui en 1881 parle déjà de techniques pour modifier le climat et intervenir avec la main de l'homme sur le climat. On a par la suite des documents, des brevets qui datent de 1920, où on nous parle d'envoyer des particules dans l'atmosphère pour faire pleuvoir, pour gérer comme ça des grosses perturbations, intervenir dans les nuages. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin avec, comme précurseur, on va dire, et comme fer de lance, les États-Unis, la Russie, et cocorico, il y avait la France avec le professeur Henri de Sens de l'université de Clermont-Ferrand dont je parlais tout à l'heure. Il y a encore une autre solution, techniquement réalisable après tout, c'est la mise en valeur de nouvelles régions et parfois même de pays tout entiers. Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais vous faire écouter ce que m'a dit le professeur Henri de Sens, que j'ai rencontré il y a quelque temps à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Henri de Sens, je vous le rappelle, c'est cet inventeur du météotron, véritable usine à faire la pluie. Les Américains, en une étude de prospective, pensent que vers 1990 ou vers l'an 2000, la modification du temps sera économiquement valable. Alors, on peut penser qu'on fera pleuvoir davantage sur les continents que sur les océans et on pourra fertiliser des terres qui aujourd'hui sont incultes. Donc, dans les années 40, on commençait déjà à envoyer des fusées pour détruire un petit peu les nuages de grêle, protéger les cultures, augmenter un peu des réserves d'eau ça et là. Depuis des semaines, l'assèchement du barrage de la Valla paralysait l'activité industrielle de la vallée du Chiers. Devant la gravité de la situation, le général Ruby prenait la direction de l'opération pluie, destinée à faire tomber l'eau du ciel sur un pays où le givre et le brouillard s'obstinaient à ne pas se changer en eau. Durant des jours, les équipes de techniciens procédèrent au bombardement intensif de cumulus à l'aide de fusées destinées à provoquer la cristallisation des gouttes d'eau en suspension. Les résultats se firent attendre plusieurs jours. Mais finalement, les fusées du général Ruby eurent raison de la mauvaise volonté du ciel et une pluie bienfaisante s'abattait sur la région. Ce qui s'appelle faire la pluie et le beau temps. Et il y a un fait marquant qui a été avancé par différentes personnes, dont Thierry Messant, qui est un journaliste indépendant, lors de l'opération Popeye au Vietnam. Donc pendant des mois, on a augmenté la mousson, qui est déjà présente dans ces régions-là, et ce qui a permis aux Américains de prendre l'ascendant sur les Vietnamiens en rendant les voies de circulation au sol complètement imprenables par la boue, par les perturbations que ça créait. Donc plus d'approvisionnement en armes, ni en alimentation, ni quoi que ce soit, plus de voies de communication. Et là-dessus, dans le suivi, on a le projet SPICE par exemple, ou le projet Cyrus aussi, où déjà dans les années 50, on utilisait des voitures qui se baladaient en Arizona par exemple, et qui envoyaient des particules de iodure d'argent pour intervenir dans les nuages et faire pleuvoir dans les déserts. Aux États-Unis par exemple, on avait en parallèle en France des viticulteurs qui intervenaient aussi avec des fusées, ou pour enrichir le barrage à côté de Saint-Étienne, ils faisaient partir des fusées de iodure d'argent et faire pleuvoir. Et par la suite, 1963, les viticulteurs de l'organisation viticole du Beaujolais utilisaient les avions qui étaient utilisés lors des saisons en hiver à la montagne. Ils les rapatriaient l'été pour, encore une fois, envoyer des particules dans l'atmosphère, ensemencer les nuages et gérer comme ça le climat pour éviter d'avoir trop de pertes dans leur culture. Voilà. Donc, et ainsi de suite jusqu'aux années 2000, avec plein d'exemples comme ça. Donc par la suite, vu qu'il y avait toutes ces techniques qui avaient été utilisées de manière militaire et de manière civile,
Il y a quand même eu l'ONU, avec la Croix-Rouge, qui ont fait des conventions qui s'appellent les conventions ENMOD. Donc c'était en 1975-76. Donc ils ont créé une convention qui n'oblige à rien, sauf aux personnes qui la signent, de s'y tenir. Ce n'est pas une loi. Mais en tout cas, ils ont créé des conventions pour éviter que les techniques de manipulation du climat soient utilisées sur des personnes non hostiles en temps de paix. Voilà, il y a eu très peu de signataires, ou alors les signataires, c'était le Congo, le Burkina Faso, le Portugal, des pays qui, sans les dénigrer, ont très peu d'influence géopolitique à grande échelle. Et dans le même temps, on avait Alexandre Charlekis, qui est le père du droit international de l'environnement, ancien directeur du CNRS, qui nous dépeignait les techniques, donc en 1975, de disperser des nuages, de disperser des brumes, de fabriquer des brumes, de disperser de la grêle, d'intervenir dans les orages. Toutes ces techniques étaient déjà maîtrisées en 1975. Et donc, par la suite, voilà, les années ont passé, et on arrive aux années 95-98, et de plus en plus de personnes sur la planète se rendent compte que les avions passent, laissent des traînées persistantes, le ciel se modifie en quelques heures, l'air est très brouillé par des tonnes de particules, et on essaye de nous faire croire que les programmes qui sont étudiés pour modifier le climat depuis des années n'ont pas continué, ne sont surtout pas en cours. Voilà, mais quand on se renseigne un petit peu, on a les informations, on sait qu'il y a des pratiques, il y a des brevets, il y a des lois, il y a vraiment tout type de dossiers, des universités spécialisées là-dedans. Donc il y a vraiment de bonnes questions à se poser à ce sujet-là. Ben, ce qu'on appelle donc vulgairement, je dirais, les chemtrails, c'est vraiment des épandages sciemment effectués pour différentes applications, mais pour modifier localement la météo. Alors quand je dis localement, ça peut être quand même jusqu'à l'échelle européenne ou à l'échelle de plusieurs États américains, et c'est valable pour d'autres pays sur la planète. Mais le problème chemtrail, c'est que voilà, on a certains jours, des jours qui s'enchaînent, certaines semaines d'épandage. On se rend bien compte que les avions passent et repassent à des altitudes assez faibles pour modifier, et ça modifie l'aspect de notre ciel. Donc par ces quadrillages qui sont assez marquants, par le fait qu'une traînée peut commencer à un endroit et finir à un autre, alors que l'avion d'à côté ne fait pas de traînée, ou alors une traînée qui n'est pas persistante, par des virages, enfin il y a vraiment des situations qui sont assez farfelues comme ça, qui sont observables par tout le monde. Et surtout en termes de retombées, on aperçoit de plus en plus ces pluies de filaments. Donc, comme je disais, c'est ce qui m'a poussé à ouvrir la chaîne YouTube. C'est qu'il y a des pluies de filaments un peu aux quatre coins de la planète depuis 10 ans. Avec des filaments qui se déposent, qui ont été analysés à différents moments par différentes personnes. Et c'est vraiment un des problèmes les plus importants de ces chemtrails, outre le fait qu'on nous mente sur le climat, qu'on intervienne, et voilà. Il y a quand même ces retombées qui sont assez nocives pour la santé. Bon, alors, il y a quand même c'est grandissant, je dirais, pour commencer. C'est qu'on a des députés qui dénoncent ça, comme Gérard Bapt et Joël Giraud pour la France, qui ont posé des questions à l'Assemblée nationale, qui sont des questions qui sont restées en suspens.